Confort, retour d'énergie, amorti. En tant que coureur, on rêve tous de la chaussure parfaite. Celle qui va nous permettre d'avaler les kilomètres avec légèreté et dynamisme tout en réduisant le risque de blessure. Pendant des années, on a cru que la meilleure paire de running, c'était celle avec un gros amorti. Mais depuis une petite dizaine d'années, le minimalisme a le vent en poupe, avec ses chaussures censées respecter le mouvement naturel du pied. Et puis sont arrivées les chaussures carbone qui ont fait tomber tous les records. Bref, le sujet de la chaussure de course à pied fait toujours débat. Et chaque année, les marques se battent pour sortir la technologie innovante pour te faire acheter. Certaines marques, comme Nike, ont même avancé qu'ils avaient créé une chaussure anti-blessure appuyée par des études scientifiques. Problème, j'ai jamais trouvé cette étude. Les chaussures de course à pied, c'est un sujet souvent mal compris, avec énormément de croyances bien ancrées. Que ce soit dans le corps médical, chez les professionnels du sport ou parmi les sportifs eux-mêmes. Alors, qui a raison? Qui détient la vérité? Quelle est la meilleure chaussure de course à pied pour être performant et éviter les blessures? D'ailleurs, est-ce que la chaussure a réellement un impact sur les blessures et les douleurs? Ou est-ce que c'est un argument marketing malin utilisé par les marques? C'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. Pour ça, je vais me baser sur toutes les preuves scientifiques disponibles et mon expérience de terrain en tant que kiné du sport et pratiquant de course à pied. Juste avant de commencer, je me présente rapidement, je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique depuis bientôt 10 ans. Et avec mon meilleur ami et associé Simon, on a fondé Training Therapy pour aider chaque sportif à performer sans douleur. Et former les kinés et les coachs pour qu'ils puissent mieux prendre en charge leurs patients et leurs athlètes grâce à des thérapies vraiment efficaces et validées par les dernières avancées de la science. Tout ce que je vais te partager dans cette vidéo sera appuyé par des études scientifiques récentes et solides. Et la source en question sera bien évidemment affichée à l'écran pour être sûr que je te raconte pas des cracks. On est aussi des grands passionnés de sport. Actuellement, on prépare un Ironman 70.3 et on en profite pour te partager des conseils pour mieux t'entraîner, te débarrasser de tes douleurs et te motiver à te dépasser physiquement et mentalement. Alors, abonne-toi tout de suite pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous êtes trop à regarder nos vidéos sans être abonné, alors cliquez. Bon, j'ai parlé de chaussures minimalistes et de super chaussures, deux extrêmes qui se différencient par des technologies présentes ou pas dans la chaussure. Donc je vais déjà t'expliquer ce que c'est qu'une chaussure minimaliste. C'est une chaussure qui permet le mouvement naturel du pied grâce à sa flexibilité, à sa faible différence de hauteur entre le talon et l'avant-pied, donc un peu comme sur ces Altra qui n'ont pas de drop, son poids, sa hauteur et l'absence de contrôle du mouvement et de stabilité. En gros, plus une chaussure est minimaliste, plus elle se rapproche du pied nu. Et une chaussure maximaliste, du coup, c'est l'inverse. Il n'y a pas de définition hyper claire de la chaussure maximaliste, mais on pourrait la décrire comme une chaussure avec plus d'amorti, un drop plus important, plus de stabilité au niveau de la voûte plantaire et un certain contrôle de la pronation. En gros, ça, c'est quand ta voûte plantaire, elle s'écrase vers l'intérieur. Souvent, dans nos semelles, on a une bosse un peu rigide à l'intérieur. Ça, c'est une technologie d'anti-pronation qu'il y a dans quasiment toutes les chaussures de course à pied, par exemple. Ça fait partie d'un élément dit maximaliste. La lame carbone qui est présente dans ces Ultrafly est aussi une technologie qui s'éloigne du naturel. Tu vois l'idée? En gros, si je simplifie vraiment les choses, on a une chaussure qui va avoir l'objectif d'être le plus naturel possible et l'autre pleine de technologies censée aider ton pied à produire des performances plus efficaces. Maintenant, on peut se poser une question. Quels sont les bénéfices de la course en chaussures minimalistes ou barefoot? Si on regarde la manière dont les gens courent en fonction de leur chaussage, on se rend compte que la majorité des personnes en minimaliste courent avant ou médio-pied. C'est quasi automatique. Lorsque l'avant-pied touche le sol, puis que le talon descend, le tendon d'Achille s'étire et absorbe les contraintes pour se charger d'énergie potentielle élastique qui est ensuite libérée car le tendon fonctionne comme un ressort qu'on aurait comprimé. Les humains ont cette capacité de rebond très importante car nous avons des tendons d'Achille bien plus longs que tous nos autres cousins, les primates. C'est pour ça qu'on a parcouru autant de kilomètres. Ou alors, c'est ceux qui pouvaient marcher ou courir autant dans la savane qui ont survécu. Bref, on s'égare. Il y a en moyenne 7% de mouvement vertical en moins quand on porte des chaussures minimalistes, ce qui est plutôt positif car on recherche surtout à aller vers l'avant et pas vers le haut quand on court. Il semble aussi que les personnes qui courent pieds nus passent moins de temps en contact avec le sol que ceux qui ont des grosses chaussures. On aurait environ 10% de temps de contact en moins. Ça permet donc plus de retour d'énergie élastique dans le tendon d'Achille et sur tout le pied, donc c'est pas plus mal. Et du coup, on se rend compte que les coureurs utilisent 5% d'oxygène en moins lorsqu'ils courent pieds nus par rapport à ceux qui portent des chaussures de course traditionnelles. Si on extrapole cette statistique sur un marathon en ne prenant que ça en compte, ce qui biaise évidemment l'interprétation, eh bien ça permettrait à un coureur pieds nus de faire quasiment 2 km de plus que ses frérots avec des chaussures classiques en dépensant la même quantité d'énergie. Et quand on regarde la littérature scientifique, on se rend compte que plus on augmente la fréquence des foulées, plus on fait de pas par minute, plus le pied se rapproche du centre de masse, donc il se positionne sous les hanches. Et ça diminue la force d'impact au sol. C'est plutôt positif, car si on fait un calcul rapide à 160 pas par minute, sur une sortie d'1 heure, on a réceptionné près de 5000 fois notre poids de corps par pied, avec en plus de la vitesse. Bref, une charge clairement non négligeable. Alors autant l'adapter au mieux. Mais tout ça nous amène sur une autre question qui est peut-être la plus intéressante pour toi,
jeune coureur. Est-ce que certaines chaussures permettent d'éviter de se blesser? Je sais pas si tu te souviens, mais en 2019, Nike avait sorti la React Infinity Run, l'ancêtre de celle-ci, en affirmant que cette chaussure réduisait le risque de blessure de 52% par rapport aux chaussures classiques. Un coup marketing de génie qui se basait sur une étude canadienne. Pour cette étude, Nike avait défini la blessure comme l'incapacité à réaliser 3 séances d'entraînement consécutives en raison de douleurs liées à la course. Des chercheurs de la British Columbia Sport Medicine Research Foundation, attention ça fait stylé, ont mené une étude auprès de 226 coureurs ayant suivi un plan d'entraînement pour un semi-marathon sur 12 semaines. La moitié des participants portaient la Nike Structure 22 et l'autre moitié la React Infinity Run. À la fin de l'étude de 12 semaines, ils ont examiné le taux de blessure entre les deux groupes. Selon eux, 30% des coureurs avec la Structure 22 ont subi une blessure, contre seulement 14% des coureurs en React Infinity Run. Les coureurs qui portaient les Infinity avaient donc 52% de risque en moins de se blesser par rapport aux autres. Très stylé. Malheureusement, j'ai jamais réussi à trouver l'étude en question. Pourtant, je suis chaud en recherche. Bizarre, hein, mais pourquoi pas. Petit disclaimer, attention. Tout ce qui est dit dans cette vidéo est basé sur la littérature scientifique actuellement disponible en 2024, mais ça veut pas dire que c'est la stricte vérité. Il faut toujours nuancer les propos que tu entends, et les nôtres en font évidemment partie. Expérimente, teste sur toi, teste sur tes patients, sur tes athlètes, lis des études scientifiques de bonne qualité et fais-toi ton propre avis en restant objectif et nuancé. Je ne détiens pas la vérité, mais tu peux me faire un minimum confiance parce que j'ai réalisé tout ce que je viens de te dire. Lire, expérimenter, me baser sur des choses factuelles, bref, on ferme la parenthèse, mais t'as capté. En parlant d'expérience, je vais te donner mon avis. Quand on court avec des chaussures comme la Infinity, il est clair qu'on fatigue moins. Musculairement parlant, t'as pas le pied qui chauffe, tes mollets ils sont au calme comme on dit. Bref, t'es vraiment en détente. Par contre, pour accélérer sérieusement avec et bosser tes qualités de pied, c'est éclaté au sol. Donc clairement, ce ne sont, selon moi, pas des chaussures à jeter à la poubelle, mais à utiliser à bon escient. Et les minimalistes là-dedans. Bon, ça c'est pas ultra minimaliste, mais t'as compris. Beaucoup de personnes, un peu extrêmes, pensent que la minimaliste est LA solution à tout, car l'être humain a selon eux évolué pieds nus, et courir avec des chaussures qui imitent le pied nu, ce serait plus naturel. Mais aujourd'hui, on doit être conscient d'une chose, la population générale, elle n'est pas suffisamment conditionnée physiquement pour tolérer des charges d'impact répétées et importantes, comme lorsqu'on court pieds nus. D'autant plus que la majorité des gens, ils passent leur journée en chaussures et assis. Et ceux qui ont fait l'erreur de transitionner directement des chaussures classiques aux minimalistes, avec une augmentation du volume pas du tout progressive, ils ont en réalité fait tout l'inverse de ce qu'ils cherchaient à faire. Ils se sont blessés. Et c'est pas dû à la chaussure minimaliste en soi, mais plutôt à une erreur d'entraînement. Et hop, attends, j'interromps mon footing pour te dire qu'effectivement, même si les chaussures ne préviennent pas des blessures, il y a des moyens vraiment très efficaces pour diminuer ton risque de te faire mal. Si tu veux, je t'ai préparé un guide complet à ce sujet, qu'on a appelé le guide du sportif sans douleur. Une formation vidéo complètement gratuite où tu vas comprendre comment gérer tes douleurs et éviter qu'elles reviennent, peu importe le sport que tu pratiques. Et évidemment, ça s'adresse aussi aux coureurs à pied. Bref, pour la télécharger, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description ou juste ici. Pour vraiment progresser en course à pied, il va falloir manger un certain volume, tout en restant progressif. Malheureusement, quand on cherche vraiment à progresser, on n'est plus sur du sport santé, mais sur du sport performance. Il va donc falloir utiliser des petits subterfuges pour mieux encaisser le volume et potentiellement décharger certaines structures si tu sens que tu es limite. C'est là que ce genre de chaussure intervient. Ça te permet de mieux tolérer le volume si c'est ce dont tu as besoin, mais comme tu as pu le comprendre, il n'existe pas un type de chaussure donné qui permet de ne pas se blesser. Rien ne protège vraiment tes articulations, si ce n'est la capacité de tes tissus et de tes articulations. Donc, renforce-toi, augmente la charge de course et la charge que tu utilises pendant tes séances de renfort progressivement et tu te protégeras toi-même. Malheureusement, comme je viens de le dire, les chaussures comme la Infinity sont, tu t'en doutes, très maximalistes et donc plutôt lourdes. Ça nous amène donc sur une autre question. Est-ce que le poids de la chaussure joue un rôle dans la performance? Ça paraît évident que oui, plus t'es lourd avec ton matériel, plus t'auras d'énergie à dépenser pour bouger. Logique. Mais est-ce que 100 grammes, ça fait vraiment la diff pour un mec de 85 kg comme moi par exemple? Difficile de trancher comme ça. On va donc creuser la littérature scientifique pour avoir une réponse plus fiable. L'étude de Wang, parue en 2020, est intéressante. Ils ont fait courir 20 types avec 4 chaussures de poids différentes. C'était d'ailleurs le même modèle que celle-là. En gros, ils ont juste lesté les chaussures et quand on regarde les résultats, on se rend compte que plus la chaussure est lourde, plus l'activation musculaire est importante sur les muscles du genou. En revanche, lorsque la chaussure est légère, le mollet semble travailler de manière aussi importante que quand la chaussure est lourde, si ce n'est plus. On peut donc déjà dire que oui, le poids de la chaussure impacte les différentes activités musculaires. Et si on est blessé, on a peut-être intérêt à diminuer temporairement la charge sur tel ou tel tissu. J'ai bien dit temporairement. Donc le chaussage peut jouer un rôle quand on est blessé. Et tous les coureurs à pied se sont déjà blessés, on le sait. Donc pourquoi pas adapter le chaussage pendant la blessure? Ça rejoint évidemment ce que je te disais avec mon expérience des grosses chaussures juste avant. On parle souvent du poids de la chaussure et c'est un véritable argument marketing pour un tas de marques.
marque, hein. Mais il y a une seconde caractéristique qui revient tout le temps lorsqu'on parle de course, le drop. Est-ce que le drop de la chaussure joue un rôle important dans la biomécanique de course? Le drop, c'est la différence entre l'arrière et l'avant de la chaussure. En gros, c'est la pente. Tac. Plus t'as de drop, plus t'es en extension de cheville au repos. Selon l'équipe de Besson, on voit que le drop influence surtout l'angle de flexion de cheville lors de la pose du pied au sol. Et légèrement l'angle de flexion de genou à ce même moment. En gros, plus on a de drop, plus on aura de flexion de cheville lors de l'attaque du pied au sol. Donc plus nos orteils seront relevés pour faire très simple. Et moins on a de drop, plus le genou sera légèrement plié. Si j'exagère, ça donne ça. Et le drop, faut aussi le remettre en question par rapport à la longueur de la chaussure, hein, donc attention aux pointures. Au niveau du genou, le fait de courir avec beaucoup plus de drop pourrait amener plus de travail pour le quadriceps et moins d'activité des ischios, même si ça ne reste que théorique et que de mon humble avis, ça dépend fortement de la technique et de la vitesse de course de la personne. Et du coup, c'est très interindividuel. Si tu cours genou tendu comme un mec bizarre, c'est clair que tu mets beaucoup de stress sur tous les tissus antérieurs du genou. Tendons patellaires, rotules, articulations fémoro-patellaires. Là, je te raconte pas des bobards, c'est confirmé par les travaux de Kerrigan. Le syndrome fémoro-patellaire, c'est d'ailleurs la pathologie chronique la plus fréquente chez les coureurs. Ça présente une prévalence nettement plus élevée chez les femmes d'ailleurs que chez les hommes. On a 62% contre 38%. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si ça te chauffe une vidéo sur le syndrome fémoro-patellaire. On peut faire ça s'il y a plus de 100 demandes pour une vidéo du style. Donc allez-y, bombardez les commentaires. Et si on regarde du côté des études les plus récentes, en 2017, l'équipe d'Esculier a montré que courir avec des chaussures minimalistes réduirait les pressions sur l'articulation fémoro-patellaire par rapport aux chaussures avec un gros amorti. Donc, le fait d'avoir moins de drop pourrait diminuer les tensions sur les genoux. Ça peut être un bon point en faveur des chaussures plus minimalistes pour les personnes qui ont des pathologies de genoux. Et là, on pourrait se dire que les chaussures minimalistes, c'est la solution ultime aux blessures sur le membre inférieur. Eh bien non. Si on creuse un peu, on se rend compte que les chaussures minimalistes amélioreraient sur le long terme l'économie de course et augmenteraient la taille et la rigidité du tendon d'Achille. Donc en gros, elles permettent de renforcer ce fameux tendon d'Achille qui nous permet d'être bien réactifs au sol et de bien propulser. Mais elles induisent également plus de contraintes au niveau de la cheville, du pied et du tendon d'Achille du coup par rapport aux chaussures conventionnelles. Bah ouais, logique. Ça bosse plus, donc ça encaisse plus de contraintes. Attention, contrainte ne veut pas dire blessure. Si la contrainte est augmentée progressivement, c'est ok. C'est comme quand tu commences une prépa pour un semi-marathon. Tu cours de plus en plus, de semaine en semaine, tu passes de 5 bornes par semaine à facile 30-40 vers la fin, tu augmentes la contrainte, c'est ok. Mais ça veut dire que si on veut courir en minimaliste, il faut être très progressif, et que si on a une blessure au pied ou à la cheville, ce serait contre-productif, du moins pendant la phase douloureuse. Ouais, ce serait contre-productif de se forcer à courir en minimaliste. Tu vois l'idée? Maintenant, que se passe-t-il si on compare les extrêmes? Courir pieds nus, courir en chaussures maximalistes ou courir en minimaliste? Entre les deux. Et bah courir en chaussures minimalistes ou carrément pieds nus comme nos ancêtres, eh bien ça diminuerait la longueur des foulées ainsi que le temps d'appui au sol, ce qui a pour conséquence une diminution des contraintes au niveau des genoux d'environ 22,6%. C'est effectivement quelque chose qu'on conseille souvent en tant que kiné aux gens qui ont des douleurs aux genoux et qui courent, réduire la longueur de leur foulée et augmenter leur cadence. Eh bien les chaussures plus minimalistes te forcent à le faire naturellement, donc ça peut potentiellement être un bon outil. Attention à cette histoire de cadence quand même. Et ouais, la technique de course entre les coureurs avec des chaussures et les coureurs pieds nus est clairement différente. Les coureurs pieds nus ou en chaussures minimalistes ont plus tendance à avoir une attaque du sol par l'avant ou le médio-pied. Bah ouais, clairement si tu tapes talon comme un dingo pieds nus, déjà c'est pas efficace et en plus ça fait super mal. Donc clairement tu le fais pas. Le fait de te mettre plus sur l'avant-pied, ça favoriserait l'amortissement général sur le membre inférieur grâce aux muscles du pied et de la cheville. Je montre ma main, c'est un peu chelou. En plus, le genou peut aussi mieux amortir les contraintes car il n'est pas en extension totale à ce moment-là. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, les coureurs en chaussures maximalistes ont plus tendance à attaquer par le talon, genou quasiment en extension complète, l'amorti se faisant plus par la technologie présente dans la chaussure que par les muscles du pied pour caricaturer. Et du coup, les articulations au-dessus de la cheville, donc genou, hanche et dos, prennent le relais. En parlant de ça, souvent quand on voit une attaque talon, on se dit « Oh, le mauvais coureur !» Alors que lorsqu'on observe une attaque médio-pied, donc sur le milieu de la voûte plantaire ou même avant-pied, bah là on se dit que le type ou la nana court vachement bien, qu'on est sur une totale maîtrise. C'est, comme tu t'en doutes, beaucoup trop réducteur. En réalité, c'est pas ça qui te rend efficace ou inefficace. L'important, c'est la réactivité de ton pied au sol. Si ton pied est réactif, la phase de contact au sol sera courte et tu sembleras bien dynamique. Souvent, les débutants, ils attaquent fort talon avec des chaussures maximalistes, comme je te l'ai dit. La jambe d'appui, elle va pousser le sol vers l'avant, mais malheureusement aussi vers le haut, le reste du corps étant quasiment inactif et lorsqu'il réceptionne la foulée d'après, le pied n'est pas préactivé. Et du coup, il vient s'écraser au sol pour encore pousser et propulser vers l'avant
et le haut. Ça, c'est ce qu'on appelle une attaque en piston. Franchement, c'est pas ouf. Il vaut mieux une attaque talon réactive qu'une attaque médio-pied en piston totalement passif. Mais il est clair que la majorité des coureurs qui courent sur l'avant-pied ou sur le médio-pied ont un pied bien réactif la plupart du temps. Donc ça veut pas dire que t'es un gros nul si tu attaques talon, non. Le problème, c'est l'attaque talon en piston. Ça augmente les contraintes sur les articulations du dessus et ça diminue vachement ton économie de course. Après, il y a toujours un contre-exemple. Mais bref, si tu te sens concerné et que tu veux changer, comme d'habitude, sois progressif. L'évolution peut être très longue et il faut que tu en aies vraiment besoin. Sinon, c'est une perte de temps et une prise de risque non négligeable. Donc pour faire simple, les chaussures minimalistes vont plutôt charger le pied et la cheville, donc attention si vous êtes blessé à ce niveau-là. Et les chaussures maximalistes vont plutôt charger le genou, la hanche et le dos. Donc leur utilisation est à doser si on a des pathologies de genoux, de hanche ou de dos. Logique. Fais gaffe à la manière dont tu interprètes mes paroles et ne fais pas de généralité. Ce ne sont que des études isolées, la littérature n'est pas ultra claire non plus à ce sujet. Mais on se rend compte que les chaussures et leur technologie influencent la répartition des contraintes sur le corps. D'un point de vue biomécanique, les chaussures avec peu de technologie te permettront de courir de manière plus naturelle en renforçant de manière conjointe ton pied et ta cheville. Mais ça peut être à double tranchant si tu y vas trop vite et trop fort, car ce sont des zones qui, avec nos habitudes sociétales modernes, sont bien souvent désadaptées. Bah mon gars, si tu viens en mocassin pointu toute la journée, avec une bonne talonnette et que le soir tu vas te manger 20 bornes de course sans t'y être adapté progressivement, t'es foutu. Et attends-toi, on est en 2024, les chaussures à lame carbone, t'en penses quoi? Bonne question, et on me la demande souvent. Est-ce que les chaussures à lame carbone sont dangereuses? C'est vrai qu'il faut en parler, c'est un point crucial. Moi-même, j'en ai, regarde ces magnifiques Ultrafly, je les ai lavés pour la vidéo. Moi aussi, je me suis fait prendre par le marketing. Ces dernières années, les chaussures avec une lame carbone ont atomisé le marché et les performances des athlètes de tout niveau, elles ont glow up de manière assez dingue. Mais c'est quoi le concept derrière ces lames carbone? En gros, les fabricants ont incorporé une plaque rigide intégrée à la semelle, toujours avec une mousse légère en dessous, ce qui permet un retour d'énergie élevé, en gros comme un ressort. Ça améliore les performances de course, clairement il n'y a rien à dire, depuis le lancement de la première super chaussure. Tous les records du monde, du 5 km jusqu'au marathon, et ils ont été battus par des athlètes qui portaient des super chaussures. Les améliorations apportées par les super chaussures sont de l'ordre de 4% pour l'économie de course et de 2% pour la performance en termes de vitesse et de temps. Autre étude très intéressante de Paradisis qui illustre bien tout ça, ils ont testé 10 coureurs à 9 et 12 km/h avec des chaussures de course normales, des Saucony Cohésion 13, ou avec des super chaussures, des Saucony Endorphin Speed 2. Ces chaussures, elles ont une plaque en nylon, donc pas en carbone, mais l'idée c'est sensiblement la même. Plus de retour d'énergie et un rebond amélioré. Quand les athlètes couraient avec les super chaussures, la consommation d'oxygène et la fréquence cardiaque étaient abaissées par rapport au test avec les chaussures normales. Donc, on est vraiment sur de l'économie de course pure et dure. Personnellement, quand je cours avec mes Ultrafly, je sens que je force un tout petit peu moins pour avoir la même allure que j'ai sur le même style de sortie avec mes Altra qui sont plus minimalistes. C'est du drop zéro. Et en ce qui concerne les blessures, est-ce que c'est risqué de porter des carbones? Eh bien malheureusement, en 2024, nous n'avons pas encore de données scientifiques pour répondre à cette question. Et personnellement, j'ai jamais eu plus ou moins de douleur avec mes carbones qu'avec mes chaussures plus simples. Donc franchement, j'ai pas de réponse à te donner. Je sais que t'es déçu, mais je veux surtout pas te mentir. Bon allez, je vais quand même te donner quelque chose à te mettre sous la dent parce que je suis pas un bâtard. Si on regarde ce qui se passe au niveau biomécanique, on voit que les chaussures carbone diminuent la cadence de pas avec des foulées plus longues et des temps de vol plus longs aussi. On observe qu'il y a moins de flexion de cheville qu'avec des chaussures normales, mais aussi moins de flexion des articulations métatarso-phalangiennes, donc des articulations au niveau du médio-pied. Ça engendre donc une augmentation de la pression sous la tête des métatarsiens. Et si on regarde ces modifications biomécaniques et leurs incidences sur les blessures, il n'y a aucun lien avéré. Mais si on va un peu plus loin et qu'on réfléchit comme on l'a fait tout à l'heure au sujet des zones chargées ou déchargées en fonction du style de chaussure portée. Le fait d'augmenter la longueur de la foulée et le temps de vol augmenterait la force d'impact au sol et augmenterait donc les contraintes sur les articulations au-dessus de la cheville. Donc encore une fois, genou, hanche, dos. Le fait de décharger le pied avec la rigidité de la chaussure qu'on peut voir comme un bloc augmenterait aussi potentiellement les contraintes sur le tendon d'Achille qui serait le seul véritable propulseur du pied vu que la voûte plantaire n'est presque plus activée si on caricature le truc. Franchement là c'est que des suppositions, donc tranquille sur l'interprétation pour le moment. Selon moi et mon coach Étienne, au vu des gains chronométriques liés à l'utilisation de ces chaussures, il serait dommage de ne pas s'en servir si on cherche la performance à tout prix. Mais il faut obligatoirement faire une rotation à l'entraînement avec tes PR plus minimalistes pour compenser ce manque de travail du pied. Et il faudra les tester et s'y adapter avant de vouloir les porter en compétition, tu t'en doutes. Pour conclure, il semble clair que les chaussures jouent un rôle sur la biomécanique de course et sur nos performances. Bon, de manière plus ou moins importante en fonction de notre niveau, car il y a plus important que les chaussures pour progresser quand on est débutant, il faut pas se mentir. D'ailleurs, si tu veux te remettre à la course à pied sans prendre le risque de te blesser, pour courir plus longtemps
et plus vite, je t'ai partagé mes meilleures techniques dans cette vidéo. Et je viens de t'en parler, une bonne idée pour ceux qui sont plus avancés, c'est la rotation. L'idée, c'est tout simplement d'alterner le type de chaussures que tu utilises. Le fait de varier, ça permet de charger une zone et d'en décharger une autre à tour de rôle, et ainsi de s'adapter un peu à tout. On n'enlève jamais la contrainte, on la déplace juste. N'oublie pas ça. Bref, tu l'as bien compris, la chaussure est un outil à utiliser à bon escient, mais ce n'est pas la chaussure qui fait le coureur. Un super athlète courira très bien et très vite et très longtemps avec des chaussures éclatées au sol, et quelqu'un de débutant sans grande prédisposition à la course à pied n'éclatera pas le record du monde du marathon en un mois, même avec des chaussures dernier cri. Bon, sauf si elles ont un moteur. L'important, c'est de te faire plaisir sans te faire mal pour rien. Donc lorsque tu choisis tes chaussures, il faut 1. Que tu sois à l'aise dedans, que ce soit confort. 2. Qu'elles te plaisent visuellement, ça peut paraître con, mais ça reste le critère de choix numéro 1 la plupart du temps. Si tu les aimes pas, tu les mettras pas. 3. Qu'elles soient adaptées à tes problématiques et à tes objectifs, si tu en as. En réalité, on en a tous. Et 4, ne pas te faire avoir par le marketing de fou furieux des grandes marques. Et ça, franchement, c'est difficile. Sur ce, j'espère que tu es prêt à enchaîner les bornes et à t'entraîner parce que perso, moi, j'ai une grosse séance qui m'attend. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, mais surtout, n'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao!